Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur YouTube, sur Twitter, mais également sur Twitch. Très heureux de vous retrouver ce matin avec un grand programme, comme d'habitude, avec des invités, des chroniques, de l'actualité. Vous avez l'habitude. Et d'ailleurs, je vais être rejoint dès maintenant par mon invité et eux du jour. Et je suis très heureux de vous la présenter. Il s'agit de Karen Jouve. Salut Karen, comment vas-tu et Salut bienvenue. Jérém. Salut Jérém, salut à tous. Et écoute, je vais très bien. Vraiment ravie d'être avec toi ce matin. Longue story short hein, depuis le temps qu'on se connaît dans cet univers crypto. Donc voilà, hyper contente de démarrer l'année en passant dans ton émission. Eh ben, je suis très heureux également que tu aies accepté mon invitation. Alors, je vais faire une petite introduction et puis ensuite, on se lancera dans l'émission. Alors d'abord, donc je remercie évidemment tous ceux qui nous regardent, que ce soit en direct maintenant ou en replay ensuite sur YouTube ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire sous la vidéo, de partager le lien également si la vidéo vous a plu. Je vais remercier également le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France depuis 2019 et qui permet de suivre des formations de consultants, de développeurs, de finances décentralisées, de tokenomics, d'études de projets crypto, etc. Et qui vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations en utilisant le code GRM100 et surtout en utilisant le lien que je vous mets en description de la vidéo. Je vous mets également ça dans les commentaires du live. Donc voilà, moi j'ai fait leur formation consulting blockchain il y a 1 an maintenant. J'ai été diplômé en janvier de l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Donc je vous invite, si vous souhaitez évoluer dans le secteur du Web3 de la crypto, on va en parler avec Karen tout à l'heure, c'est bien de se former. Il y a plein de façons de le faire, mais l'école Alira en est une qui est selon moi une des plus valorisées et des plus valorisantes. Au programme aujourd'hui, d'abord, la revue de presse crypto. On va aborder une actualité très chaude du moment avec Karen, mais vous également, n'hésitez pas, si vous souhaitez réagir dans les commentaires, n'hésitez pas, on relaiera et on vous répondra si vous avez des questions. Ensuite, on va s'intéresser à ton parcours, Karen, qui t'a mené aujourd'hui à être la cofondatrice d'une des plus grandes agences de conseil Web3, crypto, NFT, IA également, et à travailler avec de très grosses entreprises aujourd'hui. Ensuite, on recevra Pascal Talarida, qui est un expert DeFi, fondateur de Jarvis, formateur chez Alira, qui fera sa première chronique DeFi dans l'émission. Je suis très heureux, vous allez voir une vraie masterclass. On va parler DeFi et notamment la partie des prêts crypto. Ça va être très intéressant. Et puis à 11h45, on recevra Théo Maugenet qui devait venir la semaine dernière, mais on a eu un petit problème technique, donc on a remis à aujourd'hui pour faire une chronique Bitcoin sur les réserves stratégiques et sur la stratégie de micro-stratégie. Oui, ça fait beaucoup de stratégies, mais voilà, c'est l'actualité et il viendra nous donner son point de vue un peu différent de ce qu'on a tendance à entendre et à lire sur Twitter aujourd'hui. Et je voulais vraiment avoir cette discussion avec lui. Voilà pour le programme. Moi, je vous propose qu'on commence. Karen, est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es prête? Bah carrément, là en plus, je dirais que c'est le momentum, quoi. Il y a pas mal de choses à dire. Ah ouais, non, c'est vrai que là, au niveau de l'actu, on est servi, hein. Autant parfois c'est un peu plus light, autant bon, en vrai, hein, ça fait quand même 1 an que il se passe des trucs toutes les semaines. Et nous, on fait 3 émissions par semaine. On est rarement à court d'actu, très sincèrement. Mais là, c'est vrai qu'il s'est passé évidemment des choses en cascade ces derniers temps. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par parler évidemment de Donald Trump. Et peut-être parler du lancement de son meme coin. Sa femme, ensuite, a suivi le mouvement en lançant également le sien. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté de ça, évidemment. Concrètement,
pour donner un petit peu de contexte, à l'occasion du CryptoBall, c'est-à-dire un gala organisé avec les acteurs internationaux de la crypto en marge de son investiture de lundi, eh bien, à 4h40 du matin, heure française, Donald Trump a lancé, assez discrètement, enfin, il a fait un tweet, mais rien n'avait été annoncé avant, ça s'est fait vraiment, certains diraient en fair lunch. Bon, on y reviendra. Mais voilà, et donc il a lancé son Memecoin. Et en fait, le Memecoin s'est hissé dans le top 10 des cryptos, valorisation à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc ça déjà, c'était un truc de fou. Voilà. Et le lendemain, voilà, sa femme, Melania Trump, elle se dit, bah, tiens, mais pourquoi pas moi? Et puis elle aussi, elle décide de lancer son Memecoin. Et là, on voit une rotation des liquidités, le cours du token Trump dévisse au profit du token Melania. Qui lui aussi finira évidemment par dévisser. Bon, résultat des courses, aujourd'hui les deux mêmes coins, si on va sur CoinMarketCap, bon, il demeure effectivement à des valorisations qui sont très élevées. Tiens, moi, c'est Trump. J'aimerais bien savoir, il en est où maintenant? 23e, avec quand même une valorisation à 7,6 milliards. Alors là, c'est en euros, mais bon, vous avez compris, en dollars. De toute façon, maintenant, c'est à peu près pareil. Hein, donc, c'est plus facile. Voilà, donc tout ça pour dire que, voilà, donc évidemment, ça a fait beaucoup jaser. Avant, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Karen? J'imagine que tu as vu passer ça. Comment tu réagis face à ça? Bah, je pense qu'il y a deux. Bon, déjà, enfin, si on enlève le personnage, voilà, le personnage politique et l'actualité, même si c'est compliqué de l'enlever, mais ça reste un signal hyper fort de l'écosystème Web3. Maintenant, je pense que il y a deux éléments. Le premier, c'est on peut voir le côté positif, on va dire. Il y a un côté voilà retour un peu de la philosophie libertarienne. Ben, Trump, il a un côté un peu libertarien, anarchiste à ses heures perdues, on va dire. Et finalement, c'est le fait de d'assumer en fait, hein, de dire bah oui, en fait, je suis président et je vais lancer un meme coin. Et finalement, même si il y a aucune valeur derrière, si ce n'est la valeur de ce qu'il porte lui, ben, effectivement, il est dans la mouvance actuelle et il est libre de le faire. Donc je pense qu'il y a un côté très positif et qui d'ailleurs a été souligné puisque ça a emballé effectivement les marchés. Après, je pense que les limites à ça, il y en a évidemment beaucoup. Alors on en parlera après, hein, on parlera des corpos, mais typiquement c'est la perception de l'écosystème Web3 par ce type d'action. C'est vrai que ça peut aussi quelque part entacher un petit peu l'image de l'écosystème et être tagué encore une fois de spéculatif, volatile et de dire qu'en gros voilà l'écosystème Web3 c'est juste des geeks cypherpunk qui s'amusent à pumper des mêmes coins. Et après, la limite aussi, évidemment, c'est ce qu'on cherche à démontrer derrière ça. C'est vrai que j'ai lu beaucoup d'articles hein, de gens qui analysaient en disant que 80% étaient détenus par sa famille. Donc voilà, il y a des limites. Mais cela dit, je pense que ce que ça nous montre vraiment, moi, personnellement, je trouve ça énorme. Enfin, en vrai, je trouve ça excellent. Ça m'a vraiment fait mourir de rire et je me dis que c'est quand même assez osé. Je suis pas sûre qu'en France, on ait un président qui fasse ça, par exemple, ou dans d'autres pays, des présidents oseraient faire ça. Donc, il y a un côté un peu frondeur et justement un peu cypherpunk qui est intéressant. On revient un peu, voilà, il y a le côté philosophie. On revient un peu à la philosophie du Web3, de dire, bah oui, en fait, je suis libre de faire ce que je veux et de passer en dehors des codes. Mais voilà, encore une fois, il y a des limites et je pense que c'est bien de pas non plus tomber dans ce piège-là. Et c'est un peu ce qui a été soulevé par toutes les analyses. Après, on voit aussi, et ça c'est peut-être plus une analyse de long terme, et j'imagine que tu la feras dans l'émission, mais on peut aussi se poser la question de la pérennité des meme coins. Est-ce que les meme coins sont venus un peu remplacer la folie des NFT qu'on avait il y a 2 ans? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que c'est voilà, un outil un peu privilégié, les meme coins, par énormément d'acteurs. On peut se poser la question d'ailleurs si on n'a pas d'autres qui vont sortir avec Elon Musk et d'autres. Hein. J'ai vu plein de tweets passer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a un signal très positif, mais il y a aussi forcément des risques et des limites, comme toujours dès qu'il y a une sortie dans l'écosystème Web3. Cela dit, si on prend un peu de recul, c'est quand même assez énorme voilà, qu'un des pays les plus grands au monde soit dirigé par quelqu'un qui porte Ouais. fortement effectivement ces enjeux-là. Alors, il y a plein de. Alors, on est en face sur beaucoup de choses. Moi j'ai deux, trois biais d'analyse intéressants auxquels j'ai réfléchi ces derniers jours. D'abord, il l'a lancé avant d'être président. Et ça, je pense que c'est important. Il n'était pas encore investi président. Officiellement, oui.
Et ouais, mais ça Ah fait. non, c'est important, c'est un détail important. Il Ouais. n'avait pas encore juré sur la Bible et tout ça. Ça, c'est le premier élément que je vous donne des éléments. Après, vous en faites ce que vous voulez. Le deuxième élément, c'est que pour moi, c'est un pied de nez exceptionnel à la SEC. Moi, je le vois comme vraiment du troll. Vraiment, je veux dire, là, on est vraiment dans une clique entre Trump, Musk, une partie de la famille Trump, etc., qui sont des trollers. C'est des mèmes. Eux-mêmes sont des mèmes sur Internet. Il y en a un, il a fait de la télé-réalité. L'autre, il a promu Dogecoin à l'époque où c'était pas du tout normal de le faire. Donc, en soi, je vois déjà rien de. J'allais pas dire rien de surprenant parce que je ne l'aurais pas anticipé qu'il allait lancer un même coin à la veille de son investiture. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais maintenant qu'il l'a fait, en vrai, je me dis, bah ouais, en fait, enfin, je veux dire, logique. Ça, c'est le deuxième élément. En plus, c'est un pied de nez formidable à Gary Gensler qui, ça y est, est parti, a été remplacé par un pro Bitcoin et tout ça. Le troisième élément, c'est l'échange qu'a lancé Donald Trump, World Liberty Finance, WLF, je crois. C'est en fait une espèce de. C'est un échange, hein, voilà, mais qui a vocation, j'ai l'impression, à devenir un peu une crypto-banque, tu vois. Et avec les profits qu'il a tirés de ce même coin, il a acheté énormément de Bitcoin et d'Ethereum. En soi, en fait, c'est juste un dégène comme un autre. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors, il utilise son audience et le levier de sa notoriété, évidemment, tu vois. Il a enrichi des centaines de personnes, des milliers de personnes. Alors, lui, c'est bien enrichi au passage, évidemment. Mais bon, peut-on le reprocher alors qu'il y a 10 000 meme coins qui sont créés chaque seconde sur Pop Dead Fun par des sombres inconnus dont l'objectif est évidemment de rect la communauté. Est-ce que lui, sachant qu'il est doxed, en plus il a mis un peu de cliff, un peu de vesting sur son token, tu vois, donc il a quand même essayé de. En vrai, pas plus, pas moins. J'entends certaines pudeurs de gazelle en disant ouais, mais il a pris des profits sur la commu et tout. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je sais pas ce que tu en Oh, penses. je pense qu'il a pas, enfin honnêtement, je pense qu'il a pas besoin de ça pour, pour s'enrichir. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Enfin, Juste pour finir, si tu veux, en fait, pourquoi j'ai un peu de mal avec ces pudeurs de gazelle, c'est parce qu'un mec, aujourd'hui en 2025, qui maîtrise les outils qui lui permettent d'aller acheter du Trump avec le slippage, avec tout ça, qui va acheter un token qui s'appelle Trump, qui est lancé en complet dégène. Pour moi, s'il vient me dire après, je me suis fait avoir, je me suis fait règle, j'ai perdu de l'argent, c'est comme un mec qui rentre dans un casino et qui à la fin se plaint de ne pas avoir gagné. J'ai un peu de mal avec cette hypocrisie, mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. ouais, exactement. Mais je pense que tu sais, enfin, je pense qu'il y a un élément clé. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup. Enfin, il y a le sujet Trump et le même coin, mais plus largement, il y a quand même là l'accélération des US sur les sujets crypto et Web3 et VS, effectivement, Hop. voilà, l'Europe et la France. Et avant tout, je pense que on a une vision qui est très française de ça. Je pense que si on va interroger des Américains ou même des gens peut-être en Asie, au Middle East, ils auront une vision différente. En France, déjà, on a du mal à dissocier l'homme politique de la personne humaine. Et je pense qu'effectivement, au fond, c'est profondément un cypherpunk et un libertarien. Et d'ailleurs, il l'a dit, il a utilisé le nom de libertarien en disant qu'il voulait remettre la liberté d'expression, etc. Et ça, forcément, en France, ça passe pas forcément. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué et ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Enfin, toi et moi, on a démarré il y a longtemps. Moi, je me souviens encore en 2018-2019, on parlait beaucoup du Web3 par sa philosophie. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu à des moments en voulant à tout prix réguler, rendre ça bien carré, etc. Là, ce qui nous montre, c'est que oui, la philosophie existe plus que jamais et qu'on peut être un dégène, on peut être un libertarien, un cypherpunk, même quand on est peut-être sur le plus haut trône du monde. Donc, je pense que sur la partie un peu philosophie, c'est intéressant. Ouais, non, mais écoute, on est en phase là-dessus. Voilà. Alors, effectivement, donc après, Melania a lancé son coin. Alors, de façon visiblement différente, hein. Ce serait deux équipes assez différentes qui l'auraient lancé parce que Trump, ça a été plutôt bien foutu. Clairement, la stratégie de market making, franchement, tout a été plutôt bien fait. Voilà. Et Mais listé sur les plus gros exchanges. Hein. Enfin, pour le coup, ouais, mais ça a été listé à pas mal d'endroits. ça en soi,
Ça, en soi, je ne sais même pas si ça dépend vraiment de la core team. Parce que tu vois, dès qu'un token commence à prendre une importance majeure, Binance, il demande l'avis à personne. Là, mais tu as raison, eToro a listé Trump. Donc, mais en soi, ils ont fait pareil avec des énormes meme coins qui avaient popé. Mais voilà. Donc, Melania, ça a été fait un peu différemment, un peu plus à l'arrache. D'ailleurs, on voit, hein, la courbe a été beaucoup plus up and down. Bon, voilà. Alors, j'avoue qu'autant Trump, j'ai pas de soucis, je comprends, ça ne me choque pas, je trouve ça plutôt fun, tout ça. Autant Mélania, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que tu viens foutre là, quoi. Mais Ouais, bon, j'ai envie de te dire, on n'est plus à ça près. Alors, pour pourquoi pas? sur cette partie, après, on passe au sujet suivant. Certains anticipent la sortie du token Baron. Donc, c'est le fils de Donald Trump. Son fils. Je crois que c'est son fils. Ouais, je crois que c'est son fils. Bon. Donc, Baron qui pourrait sortir. Il y a eu même hier des faux tokens Baron qui ont popé de partout. Il y en a qui, de façon très amusante, ont mis l'arbre généalogique de Trump en disant bon, bah, vous êtes prêts parce qu'ils vont tous ensemble. Voilà les prochains, ouais. Voilà, donc tout ça est très amusant. On verra. Alors, faites attention tous et toutes, évidemment, parce que déjà, on ne sait pas vraiment si c'est le vrai token. Attention, c'est des actifs qui sont ultra spéculatifs. Et voilà, et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que la volatilité, elle est juste massive là-dessus. Donc, faites gaffe. Ici, on n'est pas là pour promouvoir un coin, mais plus pour essayer de comprendre les ressorts qui se cachent derrière. Et merci, Karen, de te prêter au jeu. Je vois là dans les commentaires, Mélania, c'est pour la cause des femmes dans la crypto. Ouais, bon alors, on va en parler. Ça va être une des questions que j'aurais à te poser, Karen, évidemment, sur la place des femmes, parce que il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de défendre la place des femmes que de l'en... Et encore. Et finalement, et encore. Et Ouais. finalement. Non, mais c'est la première fois qu'un meme coin à l'effigie d'une femme, ou en tout cas d'un individu de genre féminin, parce que maintenant on ne sait plus, hein, tu vois, fait autant. Et c'est vrai, pourquoi il n'aurait pas le droit à son. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, ce qui m'intéresse surtout derrière ça, tu vois, et c'est un peu ce que tu dis aussi, je pense que ça amène une réflexion voilà, de plus long terme sur le rôle des mêmes coins. Enfin, tu vois, par exemple, voilà, sur les femmes dans la crypto, il y a eu beaucoup de collections NFT, on pense à World of Women et d'autres. Donc finalement, le NFT a été à un moment une manière de véhiculer des messages, de défendre des causes, etc. Pourquoi pas demain des mêmes coins? Enfin, encore une fois, je pose la question, mais je trouve que ça, au-delà, si on dézoome un peu, voilà, il y a forcément le phénomène Trump, Melania, et puis peut-être toute sa descendance et puis tous ses conseillers autour, mais ça pose vraiment la question du rôle des meme coins aujourd'hui. Et est-ce que finalement, alors que tout le monde dit, bah ouais, un meme coin, il n'y a pas de valeur derrière, ok, mais en fait, peut-être que ça peut porter demain des sujets à voir. En tout cas, je trouve que ça ouvre la porte. C'est hyper intéressant et en vrai, on peut continuer un peu d'en discuter sans problème. On fait ce qu'on veut, on a 1 heure et demie ensemble de toute façon. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des mêmes coms qui sont lancés essentiellement par des inconnus, des individus qui veulent finalement créer de la monnaie. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'a fait Donald Trump à part faire ce que fait la Fed depuis des années, c'est-à-dire il a créé une monnaie basée sur rien, à part la confiance de celui qui l'émet. Tiens, ça me rappelle un peu ce qu'on fait depuis quelques années avec la Fed et la BCE. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est intéressant de se dire que demain, qui dit qu'il n'y aura pas une association caritative de défense des koalas qui va lancer son même coin et qui va finalement cash grabber, enfin récupérer de l'argent et qui va lui servir. Et certains vont gagner de l'argent dans l'histoire, d'autres vont en perdre, mais finalement, non, mais en vrai, c'est vrai, ça peut être même une manière de lever des fonds. Au final, je te dis, enfin, je pense que ça fait rire aujourd'hui, mais au final, encore une fois, moi, je le compare vachement à la folie qu'il y a eu sur les NFT il y a quelques années. Euh, Comme toujours, il y a toujours du pour, du contre, de la confusion, de l'emballement, beaucoup de fantasmes, et puis la réalité. Mais finalement, les mêmes coins aujourd'hui, un peu comme les NFT à un moment, peuvent constituer un outil. Alors après, pourquoi? Ben, ça, il faut le définir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, voilà, par exemple, là, dans l'exemple de Trump et de Melania, c'est un même coin qui lance, c'est pas un NFT. Ils auraient très bien pu lancer une En fait, série de NFT, comme il avait fait d'ailleurs à l'époque. il l'a fait 5 Euh, fois, Trump. Il a il sorti. l'a fait, exactement. Mais là, Ouais, il sort un même coin. Donc, je trouve, enfin, ouais. comme toujours en France, voilà, tu lis les médias et tout. Et puis, je pense, toi et moi, on est un peu
sans langue de bois. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un peu, effectivement, comme toujours, on s'emballe en disant oh là là, le même coin Trump, non mais quelle horreur et tout. Mais à la fin, c'est peut-être aussi une trend de fond qu'il est en train de révéler, hein, pas de lancer, parce que ça fait longtemps que ça existe et il y en a qui marchent très bien. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça pose la question du rôle des meme coins. Ouais. On les a vus apparaître depuis quand même des mois, avec forcément beaucoup d'échecs, mais aussi des réussites. Et ça pose la question de demain, à quoi ça peut servir. Why not? À voir. Mais d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'une célébrité lance un meme coin. C'est-à-dire que les celebrity coins, parce que certains Ouais, considèrent que les celebrity coins ne sont pas des meme coins. Là, on est dans un débat de philosophique quasiment, hein. Mais il y en a eu plein. Il y a eu plein de stars qui ont lancé un exactement. meme coin. Il y en a plein qui ont été lancés au nom d'une star, mais en fait, c'était pas eux. Donc en fait, c'est pas un mouvement qu'ils ont lancé. Après, effectivement, c'est vrai que ça dit quelque chose. Et à l'époque où l'argent finalement ne repose plus sur rien, je trouve pas ça complètement déconnant. Je trouve que c'est le meilleur pied de nez, Ouais, justement. Si Satoshi avait lancé un meme coin, genre par exemple Bitcoin, non mais typiquement, tu vois, bah avec oui. finalement, tu vois, ça aurait Et puis, été. t'as les mêmes coins, et puis t'as les coins, oui, rattachés à des personnes. Et il y a plein de gens, hein, même autour de nous, dans l'écosystème français, qui l'ont déjà fait. Je prends l'exemple de Seb Borgé, tu vois, qui a un coin à son effigie. Donc, Le enfin, c'est CEO de The Sandbox. exactement. Et tu vois, je trouve que c'est des mécaniques, c'est hyper intéressant, en fait, à suivre. Vraiment des nouvelles mécaniques. C'est pour ça, je pense vraiment, et c'est ce que tu disais, je pense, voilà, il faut réussir à décorréler un peu le personnage politique, l'homme politique et puis ce qu'il y a derrière. Parce il y a peut-être sûrement un vrai mouvement de fond qui est intéressant à étudier, quoi. Ouais, non, non, mais je suis d'accord, c'est intéressant. Alors, on va passer, si tu veux, au sujet suivant. Solana. Solana, il se passe des petits trucs en ce moment. Je ne sais pas si c'est une blockchain avec laquelle tu as l'habitude d'interagir. Alors, évidemment, les deux mêmes coins dont on parle ont été lancés sur Solana, ce qui effectivement est un élément qui est intéressant à prendre en compte. Bon, évidemment, c'est la blockchain qui est sur laquelle il y a le plus de trafic memecoin, sur laquelle il y a le plus d'investisseurs habitués à ces mécaniques-là, donc c'était plutôt logique de le lancer sur Solana. Mais il y a quelques années, tu vois, la collection de NFT, elle était lancée sur Ethereum Mainnet, tu vois. Donc on voit déjà qu'il y a un changement de paradigme ou alors une spécialisation des blockchains. Deux news sur Solana. On a, bon, évidemment, à la suite du lancement de ces deux mêmes coins, la blockchain. Alors, je ne rentre pas dans le détail technique parce que je n'ai pas les éléments, mais certains disent qu'elle est tombée en panne, d'autres disent que non, non, pas du tout. Les blocs continuaient d'être créés, mais c'était plus un problème de RPC. D'autres disent que c'est plus un problème de DApp avec finalement un spread tellement élevé qu'en fait, les ordres ne passent pas. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a eu évidemment un petit FUD en En tout mode cas, il y a eu un bug, ouais. ouais. Mais avec 8 millions de transactions secondes, je veux dire, enfin 8 millions de transactions pas secondes, mais enfin, je crois qu'il y a eu un chiffre de 8 millions de transactions. Bon, le réseau a été un peu saturé. En même temps, les gars, ils n'avaient peut-être pas prévu, tu vois, que le président des États-Unis allait lancer un même coin. Bon, et on a Phantom, donc le wallet principal de Solana, qui lève 150 millions de dollars pour développer son wallet. Donc voilà, donc Solana, blockchain star, on va dire, avec quelques problèmes évidemment de star, c'est normal. Qu'est-ce que tu en penses de cette blockchain? Est-ce que tu l'utilises régulièrement? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu l'aimes pas? Là, C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Honnêtement, nous, on se pose beaucoup de questions quand même sur Solana. Alors, on en parlera après, hein, mais chez Dorgs, on accompagne surtout des marques et des grands acteurs. Et c'est pas une blockchain qui est très utilisée parmi les corpos. Enfin, les blockchains les plus utilisées, c'est plutôt Ethereum, c'est Layer 2, des Layer 0 type Polkadot, Avalanche, Cosmos, ou même voilà, des blockchains type Tezos, hein, même si ça l'est quand même de moins en moins, je trouve, mais qui est très utilisé encore en France, notamment par l'impulsion de Nomadic Labs. C'est vrai que Solana, en tout cas moi, chez des clients, je ne l'ai jamais vu utiliser. Par contre, effectivement, elle est très utilisée dans des communautés Web3, sur justement des collections NFT. Là, on le voit sur les mêmes coins. Nous, dans l'analyse un peu qu'on fait des blockchains, on s'est quand même posé la question plusieurs fois sur Solana parce que je pense qu'il y a des enjeux et des potentiels assez intéressants, mais il y a aussi pas mal de questions en termes de scalabilité et de sécurisation. Et j'avoue que sincèrement, j'ai pas la réponse. Tu vois, je sais pas me dire aujourd'hui,
Si effectivement il y a un avenir radieux et qu'on peut tout miser là-dessus, ou si à la fin on découvrira, alors peut-être pas un énorme scam, mais en tout cas un gros sujet qui fait que ça percera pas. Mais je trouve que ça pose question. En tout cas, il y a des questions qui se posent. Voilà, donc c'est vrai que du côté vraiment des marques, des corpos, on la voit pas trop passer. Par contre, du côté des projets pure Web3, oui, historiquement, elle est quand même beaucoup utilisée, notamment aussi dans le gaming. Et c'est vrai que là, j'ai suivi les cours, bon, ça a explosé. Enfin, globalement, ça a vraiment explosé les derniers jours. Donc, je sais pas toi ton avis, mais c'est vrai que parmi les devs, ça pose question aussi. Alors, on y reviendra évidemment, mais c'est hyper intéressant le choix de la blockchain par tes clients. Mais on y reviendra parce que je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais je veux garder ça pour tout à l'heure si tu veux bien. Ah, je t'ai teasé un peu. Non, mais parce que c'est un sujet qui est intéressant. Moi, j'ai cette expérience à l'époque de 2020-2021 et la méta, elle a pas mal changé depuis. Mais de ce que tu me dis, en vrai, en tout cas en France, elle n'a pas tant changé que ça. Mais bon, Non. on y reviendra. Concernant Solana, alors pareil, je n'ai pas d'avis définitif sur la question et jamais ici on ne parle de prix. Donc le prix, est-ce qu'il faut miser, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut. Nous, ça, c'est pas notre sujet et ça le sera jamais et on n'en sait rien. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Solana a réussi à tirer son épingle du jeu, pour moi, de au moins 3 façons. La première, c'est que les narratives naissent sur Solana. Et ça, c'est intéressant parce que tu as plein de blockchains qui vont s'approprier les narratives, qui vont soit réussir à en tirer parti, soit au contraire, ils vont complètement passer à côté. Parce qu'on parle des NFT, c'est ce qui a fait la force de Solana en 2021. On parle des meme coins, c'est ce qui a fait la force de Solana en 2023-2024. On parle aussi des agents IA qui ont explosé, notamment sur Solana en 2024 et qui continuent. Bon, là, visiblement, les agents IA, ils ont la liquidité des agents IA, on a vu, elle est partie chez Trump, donc c'était drôle de C'est ça. la rotation. Mais en tout cas, là où c'est très fort, c'est qu'ils arrivent en fait à être à l'initiative. Alors, pas forcément à l'initiative, mais en tout cas, quand une narrative se lance, ceux qui sont derrière, eh bien, quand ils ont le choix de la blockchain sur laquelle ils vont pousser massivement, c'est Solana qui vient en premier. Oui, ils ont une market trends en fait. Ils arrivent vraiment à avoir une market trends et ce que tu Que dis, c'est vrai. Ouais. Il y a le côté market trends, mais il y a aussi le côté ressources. C'est-à-dire que Solana, aujourd'hui, alors il y a quelques années, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, trouver des développeurs, c'est facile. Trouver des marketeurs, c'est facile. Trouver des VC, c'est facile. Trouver des partenariats, c'est facile. Avec Super Team, qu'on reçoit régulièrement dans l'émission, qui est ces petites agences locales, nationales, liées à Solana et qui visent à promouvoir et développer l'écosystème Solana, eh bien, ils font un travail de maillage territorial dans le monde entier pour essayer de fédérer et développer justement la marque Solana à travers des événements, des hackathons, etc. Bref, et ça, c'est un truc qui est juste génial et qu'on voit nulle part ailleurs de façon aussi constituée et structurée. Donc, en fait, Solana, souvent, on dit « ouais, mais c'est que des meme coins et tout ». Il y a un travail de fond qui fait que c'est là où il faut être. Et ça, c'est un travail de longue haleine depuis des années, surtout quand on sait que Solana était quasiment mort après FTX. Tu vois, donc il faut voir d'où ils viennent, les gars. Tu vois. Donc voilà. Après, bon, je ne prédis pas l'avenir, tu vois, mais on a un commentaire là qui dit de façon assez juste, le marché a toujours raison. Bah, dans la crypto, peut-être même encore plus qu'ailleurs. Bah ouais, alors attention, dans la limite de ce que tu évoquais, Karen, tout à l'heure, dans la limite des informations que le marché n'a pas. Exactement. Non, mais du coup, ce que je trouve Voilà. intéressant, et enfin, j'en parlerai aussi après, et parce que du coup, comme tu le sais, là, on est en train, enfin, on va révéler là, le 28 janvier une étude qu'on a fait justement sur le Web3 en France. Alors, ça concerne que la France, donc c'est, comme je dis, hein, moi, j'ai une vision qui est globale, parce que je trouve qu'en France, on a un peu des œillères, on regarde ce qu'on fait bien ou pas bien, mais on regarde pas bien l'international, et pourtant, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il commence à y avoir un peu une sorte d'institutionnalisation et de segmentation des types de blockchain. Donc effectivement, on voit que Solana, c'est très attaché au côté, voilà, comme tu dis, narratif, market trends, lancement un peu de nouvelles trends, voilà, NFT, memecoin, AI agent et potentiellement d'autres, gaming aussi. On voit que de plus en plus, voilà, Ethereum devient vraiment une blockchain corpo et aussi les layers zéro, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a très peu aujourd'hui
projets sur des layers 0, nous, on en build et je pense que c'est l'avenir pour beaucoup de corpos parce qu'il y a un enjeu d'interopérabilité. Et donc, en fait, on est en train de voir quelque chose qu'on ne voyait pas du tout quand on a démarré, nous, en 2018-2019, qui est voilà, une sorte un peu presque de segmentation des typologies de blockchain en fonction de qui tu es, ce que tu souhaites faire et ce que tu souhaites accomplir. Et ça, c'est assez intéressant à suivre. De la même manière que je trouve, on est en train de voir, et on revient au sujet Memcoin et autres, hein, mais on est en train de voir que il y a différentes manières d'aborder le Web3. Il y a la manière un peu philosophique, voilà, vraiment rester dans le côté degen, cypherpunk, philosophie. Il y a la manière beaucoup plus business, on va dire, corpo. Et puis, il y a d'autres manières sur le volet, par exemple, crypto, fintech. Et je trouve que toute cette structuration de l'écosystème, toi et moi qui avons démarré il y a quand même assez longtemps, on l'a vu se construire, en fait. On l'a vu grandir et se structurer. Et finalement, ce que je vois, moi, pour les années à venir, c'est qu'il y en aura vraiment pour tout le monde, entre guillemets. Et c'est la même chose pour moi, pour les blockchains ou les tendances comme le Memcoin. Finalement, le Web3, il y a plein de manières de le prendre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça sur lequel beaucoup de gens n'ont pas la vision. Et on en reparlera, mais les blocages qu'il peut y avoir parfois avec des corpos, des grandes marques, ça vient de là. C'est que des fois, la vision est trop binaire de le Web3, c'est comme ça, point. Mais en fait, le Web3, c'est immense. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Ouais. Et c'est hyper polymorphe, en fait. Ouais, je suis évidemment complètement d'accord avec toi. Dernier sujet d'actu, entre guillemets, même si j'aime bien l'idée que la revue de presse se mêle aussi un petit peu avec une manière de te découvrir. Donc, il n'y aura pas de transition très, très ferme entre les deux. Mais peut-être, dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'aspect régulation. Pourquoi? Parce que crypto.com eh bien, s'apprête à devenir la première plateforme à être, on appelle ça Mika Ready. Dans le jargon, ça veut dire qu'enfin, elle pourrait être complètement eh bien, compatible avec les règles de Mika. Donc, c'est la réglementation européenne autour des cryptoactifs, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et c'est quand même assez. Il y a deux éléments que j'aimerais te soumettre. C'est d'abord que la première plateforme, c'est donc une plateforme américaine. Super. Et Est-ce que deuxièmement, c'est étonnant? non, non, alors ça aurait pu être hongkongais, tu vois, à choisir. Mais non, mais c'est vrai que Exactement. ça dit quelque chose en tout cas de l'écosystème. Et puis, deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Mika est complètement entré en vigueur le 1er janvier et on apprend le 18 janvier, donc c'était la news date d'il y a 2-3 jours, hein, que crypto.com sera bientôt peut-être la première. Donc, ça veut dire, tu vois, même au moment de l'entrée en vigueur, en fait, il n'y a personne qui est complètement Mika compatible. Ce qui en dit aussi long, sans doute, sur le travail préparatoire, sur la co-construction de la régulation avec les acteurs. Voilà, moi, c'est ces deux éléments qui moi, m'intéressent dans cette news. Alors, évidemment, si je te lance sur le sujet, on peut y passer 3 heures. Ce que j'allais dire. Mais c'est passionnant, c'est On pas va grave. synthétiser. On a le temps, ou peut-être on ressort les éléments qui peut-être le plus façonnent ta vision de la chose. Toi, tu l'as vu évoluer la réglementation. Tu disais, nous, on est dans le métier depuis des années maintenant. On a vu les choses évoluer. Moi, j'ai connu l'époque où c'était le Far West, hein, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on est dans une époque où, au contraire, on a une espèce d'ultra et de surrégulation, notamment quand on compare avec d'autres régions du monde. Comment tu as vu la chose évoluer et comment, au quotidien, tu parfois es confronté ou au contraire, est-ce que tu trouves un avantage à la régulation française et désormais européenne autour des cryptos? Effectivement, non, mais enfin, la réglementation, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, je veux pas spoiler ce qu'on dira parce qu'on en parle beaucoup dans l'étude. Et d'ailleurs, j'invite, enfin, si tu veux, je pourrais mettre le lien à tous ceux qui veulent venir au petit déjeuner qu'on organise là de lancement de l'étude parce qu'on va faire un débat et on parlera évidemment de la partie réglementation, notamment avec l'ADAN, avec la banque de l'UBAC et Finance Innovation. Mais en fait, encore une fois, moi, j'aime bien parler de manière assez franche. Pour moi, la réglementation, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, effectivement, c'est qu'on est un des seuls pays et un des seuls continents aujourd'hui qui a un cadre réglementaire assez carré, que nous envient beaucoup d'autres pays, et sur lequel, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui ont travaillé. Maintenant, le gros défaut de ça, et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des retournements de situation dans les jours et les semaines à venir, parce que tu imagines bien que avec la pression qui est exercée par les États-Unis et le fait de vouloir tout ouvrir et déréguler,
la France et l'Europe commencent aussi à se poser des questions, hein. Le gros enjeu, ça va être de voir à quel point la réglementation, elle est adaptée ou hors sol. Et la réalité aujourd'hui, effectivement, le fait de voir un acteur comme Crypto.com, qui est un acteur américain et qui est un très gros acteur, être un des premiers à obtenir finalement la réglementation, enfin, à se conformer à la réglementation MiCA, c'est un signe, c'est un élément clé. Ça me rappelle un peu à l'époque, je pense que tu avais suivi il y a quelques années, quand il y avait toutes les questions autour des premières réglementations et que un des premiers acteurs, ça avait été Binance, à monter sur scène à Bercy, et qu'évidemment, ça avait été fortement critiqué par tous les acteurs français, et ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la réglementation, c'est un point très compliqué pour beaucoup de startups. On le voit d'ailleurs dans notre étude, hein, la moitié des startups aujourd'hui, elles sont pas armées, elles sont pas accompagnées en fait pour pouvoir se conformer à la réglementation. Non seulement ça coûte cher, ça demande beaucoup d'accompagnement, beaucoup de temps, mais ça a un vrai coût pour le coup. Et ça, il y a beaucoup d'avocats qui pourront t'en parler. Et le risque qu'on prend, c'est que beaucoup d'acteurs aussi français partent, enfin français ou européens, partent si à la fin ça devient trop contraignant. Et en tout cas, c'est un des sujets clés, je pense, auxquels il faut faire attention. Et ça, on a un peu la spécialité en France de vouloir toujours réglementer avant les autres, avant même de faire passer l'innovation. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on peut finalement s'enlever une très grosse dynamique entrepreneuriale. Et on l'a vu sur beaucoup de sujets, la cyber, l'IA, Internet à l'époque. J'espère qu'on ne le verra pas sur le Web3. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc encore une fois, il y a un côté très positif, mais il y a aussi des gros points noirs. Et je te le dis, à mon avis, on n'est pas loin de potentiellement un retournement de situation à un moment donné, par la pression très forte notamment des US, à laquelle il faudra que finalement la France et l'Europe sachent répondre et que l'Europe devienne vraiment une place forte. Sinon, globalement, on meurt et on n'existera Ouais. plus. À un moment, je pense qu'il faut se le dire, et il y a beaucoup d'acteurs Alors, crypto il y a, qui te le diront. il y a plein de sujets que tu as abordés qui sont très intéressants. D'abord, on rappelle qu'à l'époque, Binance avait promis un fonds de 100 millions pour développer l'écosystème Web3 crypto. C'est ce qui lui avait permis justement d'avoir cette place de choix à l'époque où je crois il n'était même pas encore PSAN. Il a été PSAN. Exactement, ça avait été critiqué pour ça. Bon, le fonds 100 millions, moi j'attends. Hein. Je ne suis pas sûr qu'un jour il ait vu le jour. Donc les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Sur le reste, oui, on est à peu près à 500 invités hein, depuis un an et demi, et le discours le retour est toujours à peu près le même, c'est-à-dire que la régulation, c'est intéressant quand elle est claire, mais c'est inintéressant quand elle est trop compliquée parce que ça met des bâtons dans les roues des acteurs en cours, ça met des barrières à l'entrée pour ceux qui voudraient innover. Sur tout ça, on est complètement d'accord. Sur l'espoir que tu soulèves, qu'à un moment donné, l'Europe, puisque les choses se font de manière européenne aujourd'hui, hein, voilà, devra à un moment donné peut-être changer un peu de braquet parce que les États-Unis, tout ça, j'aimerais y croire, j'aimerais porter ce même espoir, mais quand je vois ce qui s'est passé avec Internet. Ah, mais je te dis pas que j'y crois, hein. Non, 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 mais Mais je suis d'accord avec toi. quand je vois ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, où nous on régule et que eux investissent et innovent, C'est ça. et pareil dans plein de secteurs, j'ai peur effectivement que cet espoir, pour ceux qui l'ont en tout cas, ne soit déçu, sauf à ce que les peuples décident de s'emparer du seul pouvoir qu'ils ont, c'est-à-dire de voter. Mais quelle inertie, quelle difficulté que d'arriver à cela. D'autant que souvent, on y reviendra évidemment, mais ceux qui portent les idéaux crypto, IA, blockchain, innovation, tout ça, sont souvent des partis dits populistes. En l'occurrence, aujourd'hui, clairement, en France, hein, la seule qui porte ça et qui se voit, hein, c'est Sarah Knafo. Pas de bol, elle est chez Reconquête, c'est la femme de Zemmour, donc voilà, compliqué au niveau médiatique. Et puis, voilà, et c'est pareil dans plein de pays européens où ceux qui portent ces valeurs-là sont souvent des partis dits d'extrême droite. Bon, je ne rentre pas dans le débat, mais je dis juste que malheureusement, ces idées ne sont pas portées par le camp du progrès. Et donc, c'est compliqué qu'ils aient voix au chapitre. Ça dit quelque chose aussi. Avec Trump et Musk, typiquement, comment on appelle ça, le camp national de droite. Bon, bref. Donc voilà.
On Mais verra. d'ailleurs, Ouais, vas-y. ouais, pour compléter, parce que je trouve que c'est intéressant, moi j'aime bien, tu sais, encore une fois, je trouve qu'en France, on est souvent un peu égocentré sur nos problématiques. Voilà, quand tu lis la presse et tout, je trouve que c'est bien d'aller à l'étranger et de discuter, tu vois, avec des acteurs étrangers. Nous, pour le coup, on se développe pas mal à l'international et on accompagne des gouvernements à l'étranger sur ces sujets-là. Parce qu'il y a beaucoup de pays, voilà, un peu à l'exemple de ce qu'a fait Dubaï, par exemple, ou les pays du Moyen-Orient, mais il y a plein d'autres pays sur d'autres continents qui sont en train de vouloir établir justement un cadre pour favoriser en fait l'innovation et notamment la crypto-monnaie. Et c'est intéressant parce que quand ils regardent la France, bah, il y a vraiment cette dualité. C'est que d'un côté, ils veulent s'en inspirer parce que ben, eux voudraient justement mettre un cadre réglementaire précis pour que ce soit pas le Far West et permettre justement l'émergence. Mais ce qu'ils disent tous, c'est oui, mais par contre, voilà, on veut pas être trop contraignant comme la France. Donc en gros, on prend la France en exemple, mais on essaye d'enlever finalement les défauts. Et je trouve que c'est assez vrai. Et voilà. Et malheureusement, j'ai peur qu'on s'empêtre encore dans un sujet comme ça. J'espère qu'il y aura un sursaut. En tout cas, voilà, je te dis, c'est un sujet qu'on aura à l'ordre du jour là, de notre petit déjeuner la semaine prochaine parce que ça fait débat. Et c'est un sujet clé pour la survie et la compétitivité de nos entreprises Web3 en France. Mon micro était coupé, donc je pouvais parler autant que je voulais. Ça Ah, marche. c'est ça, j'étais en train de me dire, c'est moi qui a un bug, donc c'est je touchais de partout, mais ok, ça C'est marche. moi, c'est moi, c'est moi. Je disais merci Karen de t'être prêtée au jeu de cette revue de presse qui a finalement été un peu l'occasion de rentrer déjà un petit peu dans le détail de ce que tu vis au quotidien. On va maintenant s'intéresser un peu à ton parcours. Euh, Parlons de ce qui s'est passé avant Doors. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et comment est-ce que tu as découvert les cryptos et la blockchain, s'il te plaît? Bah ouais, carrément. Donc, je m'appelle Karen, j'ai 30 ans. Moi, je viens du sud de la France, à Toulon. Voilà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse et je voulais embrasser une carrière sportive. Mais bon, finalement, je me suis tournée vers le business. J'ai fait des études à Sciences Po Ex et à l'EM Lyon. À la base, j'ai commencé à travailler dans les ministères, plutôt sur des sujets d'intelligence économique et de renseignement. Et puis très vite, je me suis spécialisée dans le conseil. J'ai intégré un gros cabinet de conseil à Paris qui s'appelle Wavestone. J'étais spécialisée dans la transformation digitale, j'accompagnais des ministères. Et j'étais déjà passionnée par la tech, donc j'avais bossé notamment sur des sujets de cybersécurité et d'IA à l'époque, hein, avant que ce soit la hype comme aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Guillaume et que tu connais, et il m'a parlé de blockchain. Et je l'ai pris pour un fou, j'ai pas trop compris au début, mais j'ai creusé le sujet parce que je trouvais ça intéressant. Et moi, je m'étais toujours dit que voilà, je rêvais d'avoir un impact sur les techs dans ma vie. Et donc je m'étais dit, bon ben Internet c'est trop tard, la cyber aussi, l'IA aussi. Bah, en fait, la blockchain, il y a peut-être un truc à faire. Et quand j'ai commencé à creuser le sujet, je me suis passionnée à la fois par la philosophie et le côté business. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était vraiment, je me suis dit, il y a un potentiel business énorme dans la société. Et du coup, Guillaume, à l'époque, a fait partie de ceux qui ont contribué à la création du média Coin Tribune. Et donc, moi, en sous-marin, je relisais les articles et j'en écrivais. J'ai écrit plein d'articles à cette époque et lui aussi. Et finalement, chez Wavestone, on a contribué à la création d'un groupe de travail sur la blockchain. On a réussi à réunir jusqu'à 40 consultants. On a commencé à sortir des radars des startups blockchain. À l'époque, c'est comme ça qu'on a connu pas mal de monde de l'écosystème. Un Bilal qui créait EquiSafe, Ambre qui était au début de Kaiko. Donc, on a connu voilà, beaucoup d'acteurs. C'est là qu'on t'a connu aussi. Voilà, finalement, on a démarré par la création de contenu. On parlait des projets, on publiait des radars. Et dans notre cabinet de conseil, on commençait à travailler sur des missions vraiment blockchain pour des DSI dans des grands groupes. Et finalement, avec Guillaume et Julien, qui sont donc maintenant mes deux associés et qui étaient eux aussi chez Wavestone avec moi, en 2022, on a décidé de quitter le cabinet, créer notre propre cabinet d'Ors. Donc voilà un peu l'histoire. Donc finalement, moi j'aime bien dire souvent que bah, je suis comme beaucoup de gens, j'ai démarré là-dedans en n'y connaissant rien. Mais par contre, je m'y suis plongée à fond. Voilà, je me suis butée à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien pour le coup. Donc je me suis butée à coups de vidéos, de projets, et puis je me suis mise dedans.
Et voilà, c'est comme ça qu'après, on a développé le business. Ok. Effectivement, on s'est rencontrés c'était en 2020, hein, je crois, à Ouais. l'époque où moi j'étais chargé du développement marketing d'une boîte qui s'appelait Kepler, qui est ensuite by Kep, et pour lequel c'est Romain, hein, c'est ça, hein, j'ai un doute. Guillaume, Guillaume, pardon. ouais, Guillaume et toi faisiez des vidéos, exactement. d'éducation un petit peu. Et alors, juste pour préciser, Guillaume, donc c'est ton chéri, toujours? Ouais, Non? Oui, pardon. ouais, on est mariés, on est mariés. Ok, super. Il est Euh, toujours là. ok, bah on lui passe le coucou d'ailleurs. Effectivement, c'est vrai que donc ça c'est cool. C'est lui qui t'a parlé de ça en premier. Je savais pas, tu Bien vois. sûr, ouais, ouais, bah tu vois, je l'ai daté à l'époque et il m'a parlé de blockchain. Donc tu vois, il avait une chance sur deux pour que je reste et au Vous êtes final, je suis rencontrés restée et on a créé une boîte. sur une appli? Non, non, pas du tout. Non, non, on s'est connus dans un dîner, mais en tout cas, c'était marrant parce que j'aurais pu le prendre pour un fou et me dire next et finalement, j'ai trouvé ça passionnant. Alors justement, moi j'ai préparé des questions, mais des fois je m'en fous, je pars en live. Travail et vie privée, vous bossez ensemble depuis des années maintenant. Alors là Ouais. maintenant, vous avez une boîte, avant vous faisiez du contenu à deux, vous avez peut-être fait d'autres trucs, j'en sais rien. Ça va, travail et vie privée ensemble, quasiment H24 finalement. Ah Euh, bah je te confirme, H24, ouais, ouais, carrément. Bah écoute, nous, ça fonctionne très bien, sinon je pense qu'on n'en serait pas là. Je dirais même que je pense que c'est notre force. Et d'ailleurs, que ce soit nos collaborateurs en interne ou nos clients, ils le voient. D'ailleurs, quand on a créé Doors au début, les clients, ils disaient pas Doors, ils disaient Karen et Guillaume. ouais. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a un duo qui fonctionne bien parce qu'on est vraiment différents et très complémentaires. Et du coup, ça marche bien. Et effectivement, à l'époque, on a fait des vidéos, on a écrit beaucoup d'articles, on a fait pas mal de projets. Et en fait, ça marche très bien. Et du coup, bah, comme je dis souvent, je pense que quand tu décides de créer une boîte en couple ou en famille, bah, c'est un peu quitte ou double. Mais quand ça fonctionne bien, c'est hyper puissant parce que bah, tu es ensemble dans cette aventure. Il n'y en a pas un qui dit à l'autre arrête de bosser ou arrête de me raconter tes trucs, on passe à autre chose. Voilà, nous, on est passionnés par ce qu'on fait, donc ça ne nous gêne pas d'être H24 là-dessus. Mais je te confirme que c'est dense et parfois on est obligé de se dire qu'il faut un peu décrocher, même si on n'y arrive pas vraiment. Oui, c'est ça, parce que le truc, c'est que quand le travail, on l'apporte à la maison, donc c'est vrai que ça ne doit pas être forcément facile. Maintenant, vous êtes des passionnés, ça se voit, ça se sent de toute façon. Donc, tant mieux. Bon, si ça fonctionne, c'est le plus important. Attends, une petite. À Euh, tes souhaits. merci. Alors, justement, peut-être posons un peu les bases. C'est quoi Doors et pourquoi ça s'appelle Doors? Ouais, super bonne question. Écoute, déjà l'histoire de Doors, c'est une histoire de rencontre et de moment. La rencontre, évidemment, c'est d'avoir rencontré Guillaume quelques années avant et Julien, qui est notre troisième associé et cofondateur. Et de moments parce qu'en fait, si tu veux, c'était pas du tout prévu qu'on crée la boîte, mais entre guillemets, les clients sont venus à nous. On a été sollicités, j'ai été sollicitée notamment par, à l'époque, le rugby club toulonnais. Et tu vois, dans la vie, il y a un destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Je suis toulonnaise. Qu'est-ce qui fait que cette année-là, c'est le rugby club toulonnais qui m'appelle en me disant on veut se lancer dans la blockchain et la crypto, viens à une réunion, quoi. Donc, c'est suite à ça qu'on a décidé de créer la boîte et finalement, on l'a créée en ayant un premier client. Et donc, tout est allé assez vite. Et au moment de réfléchir au nom, on a choisi Doors parce que pour nous, ça évoquait beaucoup de choses. Le côté, je vais te faire l'explication officielle et officieuse. Officiellement, on s'est dit, bah, en fait, Doors, c'est ouvrir les portes d'un nouveau monde. Donc, ça colle plutôt bien avec l'univers Web3. Et c'était, voilà, comme on accompagne vraiment des clients qui viennent pas de cet univers-là, c'est comment les aider, voilà, à franchir le pas, ne pas avoir peur et puis les accompagner tout le long. Et puis après, en rigolant, on s'est dit, il y a aussi une ambition qui peut être intéressante, c'est que dans le Web 2, il y avait Windows, et puis dans le Web 3, il y aura Doors, donc on passe de la fenêtre à la porte. Bon, on verra si c'est validé, mais en tout cas, ça nous faisait bien marrer. Et si tu veux, la genèse de Doors, c'est quoi? C'est que en étant dans un gros cabinet de conseil, on s'est rendu compte que les sujets de niche et d'innovation comme le Web 3 n'étaient pas forcément bien adressés par des cabinets généralistes, tout simplement parce que c'est pas leur expertise et qu'il y a besoin d'amener voilà, des codes et une culture différente. Donc l'ambition de Doors, c'est vraiment d'être un partenaire de confiance des grands groupes, des marques et aussi des acteurs Web3 dans leurs projets d'innovation.
Et notre particularité, c'est qu'on allie 3 types d'expertise, donc on est vraiment innovant et unique là-dessus. On a un pilier qui est vraiment le conseil stratégique, comme les plus grands cabinets de conseil. Un pilier qui est de la tech. On a un lab tech en interne avec des développeurs, donc on est capable de faire de la R&D, de développer des projets sur mesure ou bien d'intégrer des solutions du marché. Et on a un studio créatif où on amène tout le volet créativité et marketing comme une agence de com. Donc, quitte à créer d'ores et partir d'un cabinet classique, on voulait aussi réinventer la manière dont on fait du conseil. Donc voilà, on avait 2 ambitions, devenir le cabinet de conseil leader et en plus réinventer la manière dont on fait du conseil pour ajouter une touche plus créative et cette philosophie Web3 au cœur du projet. Et pour exemple, on a créé par exemple un token en interne, donc on est aussi Web3 by design, entre guillemets. On développe pas mal de choses, même si on s'adresse à des corpos. Donc voilà, c'est une super belle aventure. Franchement, on est hyper fiers d'avoir fait ça. C'est pas simple tous les jours, hein. On a traversé, comme tout le monde, hein, dans le Web3 des moments de up and down. Mais en tout cas, notre ambition, elle est validée aujourd'hui. On accompagne plus de 50 clients qui sont parmi les plus grands groupes du CAC 40 et on a commencé à se développer à l'international. Et je crois que c'est le bon moment. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un virage à prendre pour les corpos et c'est le moment de les accompagner, quoi. Ok, alors effectivement, tu parlais des mauvais moments et des moments peut-être un peu plus sympas. D'abord, très concrètement, accompagner les boîtes du CAC 40. Alors moi, je me rappelle avoir reçu Claire Balva, Alexandre Stachenko, qui avait fondé Blockchain France, Blockchain Le Partner, chaîne partner, ouais. qui a été racheté par KPMG. Et donc, le conseil de ces très grandes entreprises sur les problématiques crypto, blockchain, etc., sont des sujets que nous avions évoqués à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces grandes boîtes, ces entreprises du CAC 40, eh bien, font appel à Doors, alors que, eh bien, il y a chez KPMG, où ça se trouve aujourd'hui au sein des Big Four, hein, des entités qui se chargent aussi de ces nouvelles technologies. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Doors, ou est-ce que c'est juste qu'ils le font, ils utilisent plusieurs cabinets de conseil? Enfin, c'est quoi votre positionnement là-dessus? Bah déjà, je pense qu'on peut remercier Claire et Alexandre parce qu'ils ont été précurseurs et pionniers. Et franchement, ils ont essuyé les plâtres parce qu'ils ont été là très tôt. Et je pense qu'ils l'ont expliqué quand ils en ont parlé avec toi, mais à un moment où c'était pas simple de vendre des projets blockchain et crypto, nous on l'a vu aussi chez Wavestone en 2018, c'était encore tôt. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens viennent nous voir? C'est qu'on a un positionnement et une proposition de valeur qui est complètement différente de ces grands cabinets. Justement, on vient de ces gros cabinets, donc on sait exactement ce qu'ils sont capables d'apporter. Et attention, je dis pas que c'est simple. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est très forte. Tous les gros cabinets se sont dotés d'une practice sur ces sujets-là, soit par le biais de rachat, d'investissement ou de recrutement. Il y a aussi d'autres acteurs plus petits qui se sont lancés. Alors là, il y a eu beaucoup d'écrémage hein, les 2 dernières années, vu qu'on était plutôt en bear market, donc il y a pas mal d'acteurs qui sont plus vraiment là. Mais à un moment donné, tout le monde se disait faire du conseil Web3. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent nous voir? Nous, c'est que nous, finalement, on est un peu le meilleur des deux mondes. On amène le sérieux et des piliers fondamentaux que peuvent amener des gros cabinets de conseil, parce qu'on a les outils, les méthodes, l'approche et la bonne compréhension des organisations, parce que accompagner un groupe du CAC 40, ça se fait pas simplement, hein. Tu, tu, tu te, tu te dis pas du jour au lendemain consultant pour des dirigeants comme ça. Et de l'autre côté, on amène une agilité, des codes, une philosophie Web3 que ne peuvent pas avoir des gros cabinets puisque nécessairement ils sont plus généralistes. Et ensuite, c'est ce que je te disais, c'est notre proposition de valeur avec le fait qu'on n'est pas juste un cabinet de conseil, on est aussi des doueurs, on est capable de faire, de développer, de faire de la créativité. Et en fait, ce que les clients apprécient, c'est le fait qu'on puisse être vraiment un partenaire de confiance à leur côté sur toute la ligne et qu'on puisse après les aider à identifier les bons acteurs tech du marché, à les intégrer, etc. Et après, je dirais que bon, c'est plus de l'intuitu personnalisé, entre guillemets. Tu sais, il y a beaucoup de bouche à oreille hein, dans cet univers-là. Donc, quand tu fais bien ton boulot, en général, tu es recommandé. Et puis, après, on se, je dis qu'il y a beaucoup de concurrence, mais je ne me considère pas en concurrence non plus avec des Big Four. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même piédestal. Ça peut même être des partenaires d'ailleurs. Pour exemple, hein, on travaille sur certains clients, on travaille avec des gros cabinets qui nous sous-traitent parce qu'ils n'ont pas tout à fait ces expertises. Ouais. Et alors, justement, tu parlais d'intuitif personnel, ça m'amène à une autre question, c'est la partie un peu personal branding. Tu incarnes Doors sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Pas seulement, mais en tout cas, je te vois particulièrement présente là-dessus. Euh,
je vois que tu fais un vrai travail d'incarnation là-dessus. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui de devenir, entre guillemets, hein, une personnalité pour justement vendre son expertise, son cabinet et comment tu arrives à gérer justement ce côté il faut que je fasse la promo de ma boîte, il faut que je fasse la promo de moi-même et en même temps, il faut que je travaille. Tout ça est très chronophage. Voilà, parle-nous un petit peu de cette Ouais. partie-là. Bah, c'est un vrai sujet, hein. Merci pour tes questions parce que franchement, c'est un vrai sujet. Moi, comme je t'ai dit, avant de démarrer dans le conseil et dans la tech, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets d'intelligence économique, de renseignement et de lobbying. Et donc, le côté communication, affaires publiques, lobby, c'est quelque chose que j'adore. Tu vois, j'ai même rêvé à un moment de bosser en politique, pourquoi pas demain, hein, peut-être pour aller porter la voix crypto en France. Et donc, je sais à quel point construire un personal branding et finalement avoir de la notoriété, c'est important dans ces univers-là. Et c'est quelque chose qu'on a travaillé dès le début. Je vais te raconter une anecdote, parce que je pense que c'est un des points de départ, hein, d'ailleurs. Quand on était avec Guillaume chez Wavestone, un soir, on était à la Défense, du coup, à la Tour Franklin, donc c'est la tour de la Défense où on bossait. Je m'en souviendrai toujours, c'était en 2019, il faisait nuit, il devait être 20 heures et on travaillait sur le radar des startups blockchain. Et il y avait un article à l'époque de La Tribune qui avait été publié sur, je crois que le titre c'était Ceux qui font la blockchain en France. Et je regarde ce papier et déjà je vois que des mecs, que des hommes, pas forcément très jeunes. Il y en avait certains, mais pas forcément très jeunes. Je crois qu'il y avait une femme ou deux. Il devait y avoir Nadia Filali et puis une ou deux autres qu'on n'a plus trop vues depuis. Et je me souviens, je dis à Guillaume, tu vois, ce palmarès-là, il faut que dans 2-3 ans, nous, on y soit. Et moi, j'ai envie de l'incarner parce que j'ai aussi envie de représenter les femmes dans la tech et dans le Web3. Et du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit, OK, là, il faut construire de la notoriété et il faut aller s'exprimer parce qu'il y a trop peu de femmes sur ces sujets-là. Donc, tu vois, le point de départ, ça a été ça. Et ensuite, effectivement, quand on a créé Doors, bah, finalement, quand tu crées une entreprise, au début, t'es rien du tout. Toi-même, t'es rien et ton entreprise est rien. Donc, il faut construire de la notoriété. Et pour construire cette notoriété, ça vient beaucoup des personnes. Parce que le métier de conseil, c'est un métier qui est avant tout humain. Tu vois, aujourd'hui, nous, on travaille avec des grands dirigeants. On travaille par exemple avec le groupe Renault et on travaille en direct avec son CEO, Luca Di Meo. Quand tu accompagnes un dirigeant comme lui, il fait confiance à la personne en face. Il fait pas tant confiance à la marque, entre guillemets. La marque, ta carte de visite, mais vu qu'on n'est pas connu, il fait d'abord confiance à la personne. Et donc, il a fallu construire ce personal branding. Et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est pas une contrainte, tu vois, pour moi d'aller faire des posts, de faire beaucoup de conférences, parce que c'est un de nos outils privilégiés pour générer du business. Et je crois aussi que pour qu'on fasse vraiment cette transformation durable autour du Web3, on a besoin de créer de la confiance aussi humaine. Tu vois, les gens ont besoin de voir que tu incarnes ces sujets-là, que c'est pas, enfin, là, je vais employer des gros mots, mais il y a beaucoup de corporates qui ont un peu peur aussi de cet écosystème. Et ils ont besoin de voir qu'on n'est pas juste justement des Gen et autres et que voilà, on est des personnes aussi entre guillemets normales et qu'on est capable de les accompagner sur ces sujets-là. Donc c'est toute cette ambivalence qui est compliquée et c'est pour ça que le personal branding est hyper important. Après, le revers de la médaille, c'est que on a mis beaucoup d'efforts aussi à construire une marque forte parce que moi, je voulais pas que tout repose sur ma personne. C'est important aussi que tous nos collaborateurs soient mis en valeur et que ce soit la marque avant tout. Donc c'est toujours, tu vois, cet équilibre qu'il faut trouver entre moi forcément qui l'incarne et mes associés, mais aussi la marque qui doit être une marque forte et qui doit être capable de vivre. Ouais, je vois. Ouais, je vois, je suis en phase complètement avec toi et c'est vrai que c'est des sujets qu'on a l'habitude d'évoquer avec notamment Arnaud Toiti dans l'émission À Point, dans lequel on reçoit des entrepreneurs et on parle de cette partie justement personnel branding, etc., avec les opportunités et les risques associés. Alors, j'ose espérer que tu n'en subis pas, mais c'est vrai que lorsqu'on se met en avant sur les réseaux, on peut parfois être sujet à du cyberharcèlement, potentiellement à des propos pas forcément très agréables, etc. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'avoir la face un peu moins sympatoche de cette exposition publique et a Ouais. fortiori en tant que femme ou pas du tout? Ouais, bien sûr, si, ce serait mentir que de dire non. Enfin, là, depuis 2 ans, effectivement, j'ai eu des cas.
de harcèlement en ligne. Et même, j'ai eu des trucs qui font un peu flipper, mais du genre, un mec, une fois, qui me voit passer dans la rue et qui m'envoie des millions de messages sur LinkedIn en m'expliquant à quelle heure il m'a vu, où, et en me disant qu'il aurait aimé me voir. Enfin, des trucs où tu te dis, ok, en plus sur LinkedIn, tu vois, donc tu te dis, bon, je m'attendais pas trop à ça, surtout que je considère que je suis pas non plus une personnalité publique, tu vois, comme peuvent l'être, je sais pas, des Éric Larchevêque ou Owen, enfin, je suis pas du tout à ce niveau-là. Mais effectivement, dès lors que tu es un petit peu affiché, c'est sûr que dès qu'on va à des événements, à certains endroits, souvent à la gare, dans un train ou autre, tu peux te faire arrêter. Donc, j'ai eu des cas comme ça. J'ai aussi eu, et ça, je pense que malheureusement, c'est très humain, mais des gens qui, sûrement par jalousie, voilà, m'ont menacé. En tout cas, ça m'arrive encore maintenant, aujourd'hui, hein, de recevoir certaines fois des messages comme ça. Ça, après, je me dis que ça fait partie du lot et qu'il y a aussi beaucoup de jalousie dans ces univers-là, mais comme de partout. Euh, Ensuite, je pense que ce qui est important aussi et ce qui est compliqué, c'est la ligne que tu tiens. C'est vrai que nous, vu on travaille avec beaucoup de grands groupes, tu as forcément un message que tu es obligé de polisser un petit peu. Et pour moi, c'est un vrai travail parce que je suis plutôt sans langue de bois et assez cash dans la manière dont je vois les choses et dont je m'exprime. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un travail et c'est toujours un questionnement, tu vois, de me dire est-ce que sur les réseaux, je dis clairement ce que je pense ou est-ce que je mets quand même une limite parce que, bon, à la fin, c'est aussi l'outil qui me sert à vendre mes projets. Et ça, c'est toujours un peu le vrai sujet parce que des fois, voilà, on se dit on aimerait révéler plein de choses, mais en fait, on le fera pas parce que c'est pas non plus dans l'intérêt de notre business. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est intéressant parce que il y a deux sujets dans lesquels dont tu parles. Il y a la protection enfin, l'écosystème crypto est vu à tort ou à raison comme un milieu dans lequel il y a beaucoup d'argent, et donc forcément ça peut attirer les convoitises, voire pire. Donc il faut savoir se protéger de cela. Et puis il y a le deuxième sujet qui est comment faire la part des choses entre ce qu'on appelle, tu sais, le roi et le corps du roi. C'est-à-dire que C'est ça. il y a Karen en tant que CEO, je crois que tu es CEO, c'est ça? Ouais, Ouais. exactement. CEO de Doors, qui a évidemment un intérêt commercial, business, et qui est finalement l'incarnation et la représentation publique, et qui doit signer des contrats. Bon, bah, c'est normal. Hein. Et puis à côté, il y a Karen, peut-être la personne, la femme, qui elle, ouais, des fois, se dit j'ai envie de retirer la casquette d'Ors et j'ai envie de parler en tant que Karen. Et ça, parfois, bah, on n'a pas les moyens de le faire. C'est On n'a ça. pas le luxe. Ou sous Et ça, pseudo, ou ça alors peut sous pseudo. créer, voilà, ou alors tu fais ça. Et ça peut créer une petite frustration, mais je crois que c'est un problème que rencontre de toute façon tout, Tout le tout. monde. Voilà. Et je Mais pense que c'est très, encore une fois, c'est très français aussi parce que enfin, alors, je pense que moi, les clients m'apprécient aussi pour ce que je suis, et je pense que ce soit dans mon look ou ma manière de faire, je détonne quand même un petit peu et je l'assume et ça fait partie de ma personnalité. Mais je sais très bien me mettre dans le rang et voilà, et être policée quand il le faut. C'est vrai que voilà, peut-être que demain, le jour où je voudrais me lâcher complètement, je dirai vraiment tout ce que je pense. Mais je pense que c'est très français aussi. Parfois, la sincérité et le côté naturel, c'est pas toujours bien vu. Et c'est dommage parce que il y a plein de choses à dire qui sont pas forcément négatives, mais qui parfois peuvent être intéressantes. Mais on revient, tu sais, au sujet du début de la revue de presse, de ce que je te disais sur la liberté d'expression et le même coin de Trump où finalement, bah, tu as des gens comme Elon Musk ou Trump, en fait, ils en ont rien à faire, ils sont dans leur liberté d'expression. Et des fois, je me dis, bah, quelque part, pourquoi pas, c'est intéressant aussi, quoi. ouais, je comprends totalement. Revenons un petit peu, si tu veux bien, sur tes clients. Euh, tu les mentionnes, tu les cites régulièrement. Ami Paris, Yves Saint-Laurent, enfin un département d'Yves Saint-Laurent, c'est précisé. C'est Saint-Laurent Beauté, ouais, chez L'Oréal. Mm. La Française des Jeux, etc. Alors, sans rentrer évidemment dans les détails que tu ne peux pas divulguer, sans doute du fait des accords qui te lient à eux, comment c'est quoi leur problématique majeure en moyenne? Qu'est-ce qui revient le plus souvent et comment est-ce que potentiellement ça a évolué ces dernières années sur ces Ouais. problématiques? Ouais, carrément. Bah, alors déjà, nous, effectivement, je te dis, on a une cinquantaine de clients dans tous les secteurs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment pas mal de logiques différentes.
Tu vois, on a des clients dans le sport et l'entertainment, des clients dans l'industrie automobile, dans le luxe, le retail, les services financiers, le secteur public. C'est très, très large. Et je dirais que la demande a beaucoup évolué. On peut même repartir avant de créer Doors, hein, quand on était chez Wavestone, qu'on faisait des projets blockchain. C'était des projets qui étaient très portés par les DSI et la demande, voilà, c'était je veux étudier l'opportunité d'intégrer de la blockchain dans mes systèmes d'information. Ensuite, quand on a créé Doors, il y a eu forcément une hype très forte autour des NFT et du métaverse. Et donc là, il y avait beaucoup de demandes qui étaient beaucoup plus marketing et qui étaient en gros, je veux générer des millions, il faut qu'on crée des collections NFT pour générer de l'argent. C'était une vision qui était très marketing. Aujourd'hui, nous, on voit trois types de sujets qu'on adresse d'ailleurs et trois types de demandes. D'un côté, il y a les entreprises qui veulent repenser leur expérience client. Donc là-dedans, tu vas mettre tous les sujets justement liés au programme d'engagement 3.0, tout ce qui est aussi virtual store dans l'immersif, mais dans lequel tu vas pouvoir mettre de la blockchain pour l'identité digitale. Donc tout le volet vraiment expérience client et qui souvent est très rattaché à je veux adresser mes problématiques auprès des nouvelles générations, comment j'intègre le Web3 pour innover. Et donc là, il y a beaucoup de projets CRM. Dans le sport, par exemple, on va parler de sujets autour de la fan expérience, du fan engagement. Donc ça, c'est une première catégorie. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui est plutôt l'excellence opérationnelle. C'est comment je vais intégrer la blockchain ou les cryptos dans mes process internes. Donc, par exemple, ça va être sur la sustainability pour la traçabilité, l'authentification. Ça va être bien sûr dans la finance, autour de la tokenisation ou des cryptos. Ça va être potentiellement la supply chain ou encore les RH. On travaille beaucoup sur des sujets RH pour certifier les compétences, la formation et autres. Et ensuite, on a des sujets que nous, on a appelés New Business Model, où là, c'est comment on accompagne les clients à réinventer en fait leur business model et créer demain de nouvelles lignes de revenus grâce à des nouvelles offres de produits ou de services. Donc là, par exemple, je te donne un exemple. Un de nos clients historiques, c'est la Ligue nationale de rugby. On les a accompagnés depuis 2 ans et demi sur toute leur stratégie Web3. Ça a mené derrière à 2 appels d'offres. C'est là qu'ils ont sélectionné notamment Ovalie, Oval 3. Et du coup, ça a été pour eux une nouvelle offre de produits que de créer ces NFT et ce fantasy game autour des cartes Ovalie. Et ça leur a permis de générer des nouveaux types de revenus. Donc ça, c'est aussi une autre catégorie. Ce qui est important aussi, je pense, d'avoir en tête, c'est que de plus en plus, et nous, c'est notre conviction, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à une vision Web3 optimale. De plus en plus, le sujet, c'est pas de se dire ah, il y a la blockchain, il y a les cryptos, comment je les intègre. Non, c'est plutôt je suis un DG, je suis un DSI, je suis un directeur marketing. J'ai une problématique, par exemple, sur l'engagement, la data, le CRM. En quoi ces nouvelles technologies, donc notamment la blockchain, la crypto, peuvent m'aider à répondre à mes enjeux. Et donc, nous, de plus en plus, on accompagne des projets qui sont des énormes projets dans lesquels le Web3 est un des éléments, mais c'est pas l'élément constitutif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un changement hyper important. Et pour moi, c'est le signe d'une croissance très forte à venir parce que l'erreur qui a été faite avant par beaucoup de marques et de grands groupes, c'était de penser que c'était une baguette magique et que parce qu'on allait mettre du Web3, tout allait changer. Et que le Web3 à lui seul allait tout révolutionner. Or, c'est complètement faux. Le Web3, déjà, en tant que tel, c'est pas lui qui révolutionne, c'est les technologies sous-jacentes et les cas d'usage qu'on en retire. Et c'est avant tout des outils et des accélérateurs. Donc voilà, il y a une mentalité qui est en train d'évoluer là-dessus. Et après, forcément, aujourd'hui, on est sollicité sur des cas d'usage qui sont quand même, qui ressortent en majorité. Beaucoup de programmes d'engagement, comme on fait avec Ami Paris, ou comme on a fait avec BPCE là pour les JO. Beaucoup de sujets internes, comme je te disais, parce que le but, c'est aussi d'acculturer en interne par des programmes, par exemple, de passeport digital de l'employé ou autre. Beaucoup de sujets autour de la RSE et de la sustainability, parce que c'est les grandes problématiques des grands groupes. Et évidemment, on voit arriver de plus en plus des sujets autour de la crypto, par exemple le paiement crypto, la tokenisation. Voilà, c'est un peu les grandes thématiques. Et puis, bien sûr, il y a toujours le côté un peu aussi immersif et gaming, même si on parle plus de métaverse, mais par exemple de virtual store, de gaming. Bon, c'est vraiment une synthèse, mais voilà Non, un mais peu les c'est grands bien, sujets. justement, on va rentrer un peu dans le détail. Je vois dans la présentation des activités que vous supportez, on en a plusieurs. On a crypto, blockchain, NFT, IA, métaverse. C'est des mots, voilà. Justement, si on les prend un par un rapidement, métaverse par exemple. Alors évidemment, il y a quelques années, c'était le truc dont tout le monde avait envie de s'emparer. Aujourd'hui, c'est plutôt vu, de mon point de vue, comme un red flag.
plutôt comme un mot un peu devenu même un peu cringe, un peu dans l'écosystème. Est-ce qu'au contraire, toi, tu vois aujourd'hui soit un retour, soit finalement au sein des conseils d'administration des volontés peut-être quand même de s'emparer toujours de ce sujet qui est concrètement d'essayer de fédérer des gens dans un univers digital, quoi. Après qu'on appelle ça Ouais. open world, metaverse, gaming, enfin tout ça c'est un peu pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour être clair, le métaverse, le mot en tant que tel n'existe plus. Enfin, nous, parmi les grands Ouais, groupes, on parle plus de métaverse. Euh, on parle plutôt d'univers immersif. Et par contre, ça n'a jamais disparu. Il y a énormément, enfin, si ce n'est tous les grands groupes et les marques qui travaillent aujourd'hui sur des univers immersifs qui sont soit de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou de la réalité mixte, soit des plateformes gaming, hein, type Roblox, Fortnite ou autres, soit des univers plus, tu vois, du type Virtual Store, et sur des cas d'usage très précis. Ce qu'on voit aujourd'hui le plus, c'est des sujets voilà, de virtual store, par exemple, dans l'univers du luxe ou du retail, pour prolonger en fait l'expérience web que tu peux avoir aujourd'hui de manière un peu flat, bah, l'amener dans une vision plutôt augmentée, immersive. Ça, il y en a énormément. On a beaucoup de cas d'usage aussi dans les RH, sur de la formation, de l'onboarding worldwide, pour aussi éviter, tu vois, des coûts carbone de déplacement. Euh, et puis ensuite, on a aussi beaucoup de cas d'usage dans l'industrie sur le métaverse industriel. Donc nous, on accompagne des clients là-dessus. Le métaverse industriel, en fait, globalement, c'est mettre dans un univers immersif et augmenté le fait de pouvoir piloter à distance son usine et sa factory. C'est ce que fait Renault typiquement. Donc il y a quand même des cas d'usage, mais on n'est plus dans la hype. Et effectivement, là, je te rejoins. Je me souviens, il y a 2 3 ans, on avait des clients qui nous appelaient, ouais, on veut faire un métaverse pour tout et n'importe quoi. Moi, je me souviens, je leur disais, attention, on va cadrer et on va bien vérifier que vous en avez besoin parce que clairement, le métaverse accessoire, ça sert à rien, à part dépenser beaucoup d'argent et être frustré à la fin. Mais il y a des vrais cas d'usage immersifs et je crois beaucoup au spatial computing notamment. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'enjeux d'IA dans ces univers-là. Nous, on a parce que accompagné. là, faut traduire, hein, c'est quoi? C'est le bureau digital, c'est ça? C'est le fait Bah, le, d'organiser des réunions en ligne, ce genre de choses, non? C'est pas ça? Alors sur la partie RH, oui, oui, non, mais le spatial computing, c'est vraiment une technologie immersive en fait qui permet d'avoir quelque chose d'ultra photoréaliste. Et ça, c'est assez incroyable. Pour, par exemple, je sais pas, des configurateurs auto ou autres, c'est vrai que tu as des rendus qui sont assez incroyables. Mais on parle plus de métaverse, tu vois. Mais par Ouais. exemple, si je prends l'exemple du métaverse industriel, je trouve que c'est passionnant. On a accompagné un groupe de pétrole au Moyen-Orient à cadrer justement un projet là-dessus. Et globalement, ça sollicite toutes les technologies. C'est-à-dire qu'il y a le côté immersif, il y a l'IA justement pour venir automatiser des prises de décision. Il y a la blockchain pour amener de la sécurisation, pour rentrer dans des rooms spécifiques de manière sécurisée avec ton ID. Et en fait, du coup, c'est un peu Minority Report, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment demain, tu t'imagines les managers, les leaders piloter à distance les puits de pétrole et pouvoir appuyer sur un bouton s'il y a une gestion de crise. Ça, c'est la vision rêvée aussi de Luca Dimeo chez Renault, hein, qui est en train de construire vraiment un métaverse industriel et qui effectivement se dit, voilà, je veux piloter à distance toutes mes usines, avoir la remontée de data en temps réel et être capable de les monitorer. Donc ça, pour le coup, c'est des cas d'usage concrets avec du ROI derrière. Ok, d'accord. Les NFT, deuxième sujet, je les prends par ordre Ouais, de démodage. ouais, Euh, carrément. Bah, les NFT, Pareil, on a en vu fait, la hype en 2000, alors d'abord en 2017, ensuite c'est revenu en 2020, mm, 2021. Depuis, les NFT, c'est plus ce que c'était. Alors, je parle évidemment des community NFT, des collectibles. c'est ça. Voilà. Mais toi, de ton côté, par exemple, quel use case tu as Mm. principalement autour de cette techno qui est les NFT? Bah, je pense, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on dise Web3, NFT, métaverse et tout. En fait, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, le problème, ça a été le terme, tu vois. C'est ce qu'on a fait du mot. Effectivement, nous, les NFT, on en fait aujourd'hui, mais plus du tout pour les mêmes raisons qu'il y a 2 3 ans. Donc, je te donne un exemple très concret. Si on prend l'exemple d'Ami Paris, donc dans le luxe, qui est un de nos clients historiques, on accompagne un gros programme d'engagement basé sur le Web3. Et en fait, on fait des activations. On en a fait une là, lors des fêtes de fin d'année, on en avait fait l'an dernier.
la clé d'entrée pour rentrer dans ce programme d'engagement, c'est d'acheter un NFT, mais qui en fait derrière est une mystery box qui permet de gagner des cadeaux de la marque. Donc en fait là, le NFT, c'est simplement un outil, un moyen, une clé d'entrée en fait, hein, d'appartenance, un token en fait qui te permet de rentrer dans le programme d'engagement. Autre exemple, on a accompagné effectivement le groupe des PCE lors des Jeux Olympiques et on a distribué des NFT pour tous les porteurs de la flamme. Et donc là, ça constituait plus un souvenir, un mémorabilia, tu vois, un souvenir pour l'éternité de leur passage lorsqu'ils ont porté la flamme. Ce NFT, ça leur permettait derrière de participer aussi à des concours, à des quiz, et il y avait toute une logique d'engagement. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Euh, Est-ce que je peux t'en citer un troisième? Après, bah, je citais l'exemple dans le rugby, voilà, des NFT à collectionner en petites feux rares, où là, bah, ça te permet effectivement de collectionner et de faire du fantasy game autour des joueurs. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est qu'on est en tant que tel, on fait plus de missions NFT. Tu vois, il n'y a pas un client qui nous appelle en mode je veux lancer une collection, aidez-moi. C'est plutôt on fait des projets dans lesquels le NFT ou le token sont un outil essentiel au projet. Donc, c'est vraiment la démarche qui a changé. Et d'ailleurs, on dit même plus trop le mot NFT, mais globalement, c'est une clé d'entrée en fait. Ouais, je vois. Donc, en fait, c'est ça. On utilise le concept d'un token non fongible. Et après, on en fait ce qu'on veut, quoi. Mais Oui, et dernier exemple, pardon, j'ai oublié, mais dernier exemple intéressant, c'est Paris Dauphine, qui est un de nos clients, l'université l'université. Paris Dauphine. Ouais, et du coup, depuis 2 ans, ils ont en fait un certificat blockchain DeFi. Et tous les étudiants de ce certificat obtiennent à la fin un NFT qui certifie leur diplôme. Donc là aussi, voilà, c'est encore une fois, on va dire que c'est une représentation et un outil, mais derrière, il y a une vraie utilité. Voilà, bon, un dernier exemple, quoi. Mais on ne parle pas de NFT en tant que tel. Ouais, non, non, mais je vois. Ok, très bien. Et au niveau, alors tu parlais tout à l'heure de supply chain, RWA. Alors il y a plein de narratives, il y a plein d'industries qui s'intéressent. On a un véritable problème, de mon point de vue, entre l'adoption du retail, qui, elle, se concentre sur des cas d'usage assez dégénérés, spéculatifs, etc. Et puis on a quand même une industrie d'entrepreneurs qui s'intéressent à la technologie de la blockchain. Et justement, est-ce que les deux se rencontrent à un moment donné? Est-ce que des fois, on ne perd pas un peu foi en disant, mais avec la blockchain, on pourrait faire tellement de trucs, on pourrait changer le monde. Et en fait, aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé à des fins marketing, spéculatives et financières. Tu ressens ça ou est-ce que tu as des signes d'espoir dans les années à venir? Bah, c'est une super bonne question. Alors, je vais essayer d'y répondre en 3 points. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un vrai gap entre, voilà, comme tu dis, l'écosystème Web3 pur, et je reviens sur mon sujet de philosophie, de code, de culture, de degen, etc., et ce qu'on fait du Web3 dans l'univers corpo. C'est quand même deux mondes complètement différents. D'ailleurs, dans l'univers corpo, ils veulent le plus possible ne pas dire surtout qu'ils font du Web3 et de la blockchain alors qu'ils en font tous. Donc il y a une espèce un peu, tu vois, de frénésie autour de ça, une sorte de fantasme un peu volé, tu vois, qui crée vraiment un vrai gap entre les deux mondes. Et qui est un peu dommage parce que à la base, ce qui intéresse aussi les corpos, et je reviens à l'exemple de Luca Di Meo chez Renault que j'adore, hein, mais qui était hyper intéressé quand on lui a présenté par exemple Discord et tout, qui lui trouve ça passionnant. Il se dit non mais moi, il faudrait que tous mes collaborateurs adoptent ces nouveaux codes par exemple. Donc déjà, ça, c'est un premier sujet. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très compliqué. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui a été nourri autour de, bah oui, les deux vont merger et ça va faire un super mariage. Non, en fait, c'est très compliqué. C'est des codes complètement différents. Je te donne l'exemple. Voilà, on a travaillé pour beaucoup d'acteurs. Je pourrais pas citer les noms, mais dès lors qu'on va sur Discord, qu'on parle d'open governance, par exemple, sur des DAO et tout, en fait, c'est hyper compliqué. Là, ils perdent tous leurs moyens côté corpo parce que d'un point de vue légal, juridique et tout, c'est complètement en dehors de leur mode de pensée, tu vois. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Et on arrive parfois à les mettre ensemble, mais très compliqué. Le deuxième sujet que je vois, c'est que j'ai l'impression, c'est un sentiment, mais dans l'étude là qu'on a fait, ça se vérifie, qu'on est en train aussi de séparer des sujets. Avec d'un côté, tu vois, des sujets très crypto, très fintech, de l'autre, des sujets très justement culture Web3. On parlait des mêmes coins, on peut parler de plein d'autres choses, mais qui sont plus sur la culture vraiment Web3, des gens, cypherpunk et autres. Et de l'autre, les cas d'usage, on va dire business, corpo,
voilà, par exemple sur la supply chain, sur la RSE, sur le CRM, etc. Et du coup, le troisième point que je voudrais dire, c'est je pense qu'il y a eu, voilà, comme toujours dans beaucoup de vagues technologiques, beaucoup de fantasmes. Les gens ont pensé que le Web3 allait tout changer. Déjà, je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'était le Web3. Quand j'entends dire que le Web3, c'est juste les NFT, c'est faux, c'est complètement faux. Le Web3, c'est un mouvement global d'un nouvel Internet dans lequel finalement il y a bien sûr la blockchain, mais il y a aussi l'IA, il y a aussi l'immersif et même potentiellement le quantum. Quand on dit Web2, enfin le Web2 finalement c'est bien plus de choses que juste par exemple les réseaux sociaux. Déjà, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le Web3. Il y a eu beaucoup trop de fantasmes nourris autour de ça en pensant que ça allait être la baguette magique et que ça allait tout résoudre. Et comme tu dis, qu'on allait en mettre de partout, on peut disséminer et hop, ça allait faire fleurir des millions d'euros. Or, c'est complètement faux. La dernière chose, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'était vraiment la blockchain. Et là, je reviens à un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Read, Write, Own, qui est hyper intéressant, par Chris Dixon, et qui explique bien qu'il y a deux types de technologies. Il y a les technologies inside out et outside in. Et en l'occurrence, la blockchain, ça fait partie des technologies qui sont très peu palpables. Si je te dis, tiens, Jérém, je te fous la blockchain entre les mains, tu vas me dire, ok, j'ai quoi exactement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? La blockchain, c'est très peu palpable. Ce qui est palpable, c'est les cas d'usage et les résultats qu'on en ressort. Ce qui est complètement différent, par exemple, de l'IA aujourd'hui, qui est palpable. Je te mets l'IA entre les mains, tu vas avoir des résultats tout de suite. Donc ça amène aussi une vraie différence. Donc, en gros, en synthèse, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on assume le fait de dire que il va y avoir des approches différentes selon que tu es un corpo, que tu es un degen, selon tes problématiques. Finalement, le Web3 peut s'adapter à tout le monde, mais on n'a pas le même point d'entrée et de sortie. Et que par contre, c'est pas une baguette magique, mais, et ça j'en suis convaincue, et c'est ce qu'on amène à nos clients, je pense qu'aucun business demain ne pourra passer à côté de la blockchain et des cas d'usage que ça permet, et y compris de la crypto et tout le reste. C'est juste qu'on va avoir une adoption progressive, que là, on est dans une phase un peu de désillusion, mais dans laquelle on va sortir, et que c'est quand on aura vraiment des cas d'usage grand public et qu'on aura gommé des freins comme le wallet, tu vois, qui est un vrai frein chez les corpos, ou d'autres freins, que là, finalement, tout le monde l'adoptera sans même s'en rendre compte, et ça, on le voit à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des approches beaucoup plus pragmatiques en Asie, au Moyen-Orient, même en Afrique, où les gens, voilà, par exemple, vont utiliser de la crypto sans se poser de questions, parce qu'ils sont dans le besoin, en fait, et qu'ils ne peuvent pas passer en dehors de ça. Nous, en Occident et en France, on a tellement le choix de tout qu'on s'en met à dire, ah, ça, je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Donc voilà un peu ma vision, un peu sans filtre. Mais c'est aussi, on a beaucoup maturé le sujet parce que, tu sais, on a nos clients, on a vu beaucoup de schizophrénie et de frénésie chez nos clients. Avec d'un côté des clients qui étaient en mode non mais je veux à tout prix mettre du Web3, de la blockchain, il fallait en mettre de partout même quand ça servait à rien. D'autres qui passent leur temps à nous challenger, à nous dire mais pourquoi le Web3, à quoi ça sert, pourquoi j'en mettrais. Et tu sais, à un moment, t'en viens à dire bon écoute, en fait, si tu veux pas en faire, on n'en fait pas. Et en fait, je pense que tout est galvanisé autour du terme et du rêve et du fantasme qu'il y a eu, mais on en oublie les principes fondamentaux. Ouais, Voilà, un peu long story short, mais c'est non, un non, vrai sujet, hein. c'est évidemment, les questions sont vastes, et puis je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, parce que chaque entreprise va appréhender la blockchain en fonction de son besoin, enfin, surtout en fonction de l'idée qu'elle se fait de son besoin. C'est-à-dire que j'imagine qu'entre l'approche initiale d'une entreprise en disant souvent, hein, j'ai entendu parler de la blockchain, C'est ça. euh, parfois, ça vient en interne, un collaborateur qui un jour a dit, mais dis donc, mais il faudrait peut-être qu'on s'empare de ce sujet. Et ensuite, ça remonte au sein de la direction qui se dit, tiens, on va peut-être se renseigner. Par contre, on va faire appel à quelqu'un qui s'y connaît parce que moi, c'est pas trop ma partie. D'autres qui veulent peut-être le faire parce qu'ils ont vu un concurrent se positionner, qui se disent, oulala, peut-être qu'on ne prenne pas trop de retard là-dessus. Donc, on va nous aussi commencer à s'y intéresser. Je me rappelle des retours d'Alexandre Stachenko qui nous expliquait qu'à l'époque, il faisait finalement beaucoup plus de formation que de gestion de projet. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, le but, c'était surtout voilà, d'expliquer, d'acculturer, d'essayer de faire comprendre C'est les gens. toujours le cas, hein. Ouais. C'est quoi la proportion entre formation et formation, acculturation, information, tu as capté, hein, et le côté vraiment gestion de projet concret, et en termes de ressources et en termes de temps, typiquement, c'est quoi, 55, Ouais. 80-20? Non, pas tout à fait. Alors, nous, il y a beaucoup, beaucoup de cadrage stratégique parce que justement, là, maintenant, on a une phase où les clients, pour beaucoup, ont aussi, parfois, se sont lancés un peu billes en tête dans des projets sans trop réfléchir. Et évidemment, ils voient que ça fonctionne pas, ce qui est normal. C'est comme tout projet. C'est avant tout des projets de transformation digitaux.
il n'y a pas de baguette magique, il faut bien le cadrer. Donc, il y a beaucoup de cadrage stratégique et beaucoup de déploiement de projets. Je pense que le vrai changement aussi, c'est que là, on commence à toucher du doigt le fait de passer, tu vois, du POC au déploiement à l'échelle. Ça n'existait pas du tout les années précédentes. Beaucoup de clients restaient vraiment sur des POC, tu vois. Donc en surface, je teste quelque chose, mais je prends pas trop de risques. Par contre, effectivement, quasiment systématiquement, il y a toujours de l'acculturation et de la formation parce que mine de rien, souvent, c'est porté par deux, trois personnes en interne, mais il faut former derrière toute l'entreprise, quoi. Donc, je dirais pas que c'est 80 parce que c'est quand même moins qu'avant, mais il y a encore énormément de boulot et sincèrement, on est encore qu'au début, je pense, hein, du Web3 dans les grandes entreprises. Et tant mieux d'ailleurs, il y a un potentiel énorme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi beaucoup de projets où, comme je te dis, c'est pas un projet Web3 en tant que tel. Ça va être par exemple un projet CRM dans lequel on va venir mettre effectivement une partie blockchain. Ouais, je Et vois. aussi, un truc à noter, je pense intéressant pour toi, c'est ce qu'on voit aussi de notre expérience, c'est un shift entre, en fait, historiquement, alors, au tout début, c'était les DSI qui portaient ces sujets-là, comme je t'ai dit. Après, c'était beaucoup les directions marketing. Après, ça a été beaucoup les directions innovation jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit que de plus en plus, ça passe des mains des directions innovation aux directions métiers. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les directions innovation, bah, souvent, elles sont bloquées au POC, elles vont pas plus loin. Elles sont là pour tester, en gros. Et à un moment, le test, ça peut être un peu frustrant parce que tu te dis, bon, bah, maintenant, il serait temps de passer à l'échelle. Et donc ça, il y a que les directions métiers qui peuvent le porter. Donc pour moi, le vrai challenge là, des prochains mois, c'est celui-là. C'est que les directions métiers se saisissent de ces technos pour engager vraiment des projets de long terme. Et là, il y a un mot que moi, je porte à fond avec toutes les équipes, c'est l'audace. Là, il faut des gens audacieux qui vont oser et se dire, OK, on y va. Et là, ça n'a rien à voir avec le Web3, c'est juste des cultures d'entreprise, de se dire, OK, je prends le risque d'y aller parce que je veux innover. Hmm, je vois. Ok, et alors, il nous reste quelques minutes. C'est quoi ton retour d'expérience sur 2024, 2023, les 2 dernières années avec du bear market, un bull run? Et puis, c'est quoi tes attentes pour 2025 que j'espère sera une année Ouais. florissante pour nous tous, en fait? Bah écoute, alors 2023, ça a été une super année pour nous. On a vraiment fait une hyper croissance. 2024, je dirais mitigé, bonne année mais compliquée. Et finalement, il y a un peu tout qui s'est accumulé. Le beer market, nous, ça nous touche, mais pas non plus à 100%, parce qu'on n'est pas, tu vois, les clients, ils suivent pas que le cours des cryptos. Alors forcément, quand on en parle moins, ça les met moins en confiance. Mais ce qui a été surtout compliqué, et pour beaucoup d'entreprises, hein, c'est que bah, y a quand même une crise économique majeure qui touche tous les grands groupes aujourd'hui. Il y a eu les JO qui ont galvanisé la plupart des budgets et la plupart du temps passé des grands groupes, et l'instabilité politique en France qui bloque énormément de choses. Et donc tout ça, ça a conduit à une petite traversée du désert, tu vois, de quelques mois où il a fallu bien s'accrocher. Mais finalement, le marché est vraiment bien reparti en fin d'année, et là, on est en train d'exploser sur nos chiffres là au mois de janvier. Et voilà, en tout cas, on s'attend à une belle année. Et en plus, si effectivement le marché crypto repart, évidemment, ça nous aidera. Mais je crois surtout qu'on est en train d'atteindre aussi un pic de maturité et que ça y est, on arrive enfin sur des gros projets de déploiement chez les corpos. Et puis voilà, on aura pas mal de choses à annoncer nous aussi de notre côté. En tout cas, je suis assez optimiste pour l'année à venir. De toute façon, moi, je suis assez optimiste en général, donc mais je pense que là, c'est une année de pivot qui va être hyper importante, à la fois pour l'écosystème Web3, mais aussi pour des acteurs comme nous qui travaillent avec des corpos et des marques. Et finalement, en période de crise, comme c'est le cas aujourd'hui hein, dans les grands groupes, ben, tu sais, souvent ils se disent bon bah finalement coûte que coûte, quitte à ce que ce soit la crise, bah autant tester des nouvelles choses. Et c'est souvent en période de crise que tu tires les meilleures opportunités. Donc je suis assez confiante sur le fait qu'on puisse aller vraiment faire des projets sympas. Ben, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite pour cette année. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux voilà, dire un petit message ou parler de quelque chose dont nous n'avons pas eu encore l'occasion de parler. Peut-être cette étude, si tu veux nous en dire un mot. Alors moi, j'ai déjà eu accès à deux, trois petits trucs, mais si tu veux là, nous donner voilà, quelques informations là-dessus, je t'en prie, prends ton temps. Ouais, carrément. Bah, déjà, je voulais te remercier et merci aussi pour tout le travail que tu fais parce que c'est aussi grâce à des gens comme toi qu'on va pouvoir avancer dans l'écosystème. Et forcément, personnellement, j'étais ravie de te retrouver ici. C'est quand même assez drôle. Comme quoi, cet univers est vraiment un petit monde.
Tiens, je Deuxième t'interromps message. 2 secondes. Désolé. Ouais. Est-ce que tu viens à CryptoXR? Je demande à tous les invités. Et non, j'ai pas prévu de venir. Oh non. Ah, ça, c'est très triste. Parce que je Mais reconnais, on peut regarder, on peut regarder. franchement, écoute, Maxime est un ami, mais au-delà de ça, vraiment, ce mec fait un travail monstrueux pour cet événement. Ça Bon, je coûte peux que regarder alors. Si tu arrives à me dalle. convaincre, je peux regarder. Franchement, c'est l'endroit où il faut aller. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous pouvez venir à Auxerre les 30, 31 janvier et 1er février, venez, ça va être cool. Il y aura toutes vos influenceurs, vos fondateurs de projets, les membres des communautés, tout le monde sera là. Ça coûte 30 balles et 20 balles si vous êtes étudiant. Et Maxime l'organisme avec ses tripes et son énergie. Le meilleur moyen de le remercier, c'est soit de venir si vous pouvez, soit voilà, faire juste un post Twitter en disant voilà, pardon, je t'ai interrompu, mais je pense Non, que mais t'as c'est. raison. Je vais Parle-nous regarder. de l'étude. Ouais, carrément. Non, juste avant je parle de l'étude et je dis un dernier mot à la fin. L'étude, du coup, je pourrais t'envoyer le lien. Donc, on a produit une étude, la première édition sur le Web3 en France, en partenariat avec Stack Talent, Finance Innovation, l'ADAN et la Banque de Lubac. L'idée, c'est vraiment de donner une big picture de l'écosystème sous tous ses angles et d'en dessiner des perspectives et des enjeux. On parle évidemment à l'intérieur de réglementation, d'internationalisation, de liens start-up grand groupe, de recrutement, de formation, de levée de fonds. Et surtout, en fait, on a interrogé plus de 73 startups qui ont répondu à notre sondage. Donc, on a des données quantitatives intéressantes et 12 acteurs qui sont des experts de l'écosystème qui amènent du qualitatif. On lance officiellement l'étude le 28 janvier à 9h30 à l'occasion d'un petit déjeuner chez Delubac, justement. Donc tout le monde peut s'inscrire. Je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé. Et à partir de ce moment-là, on révélera bien sûr l'étude qui sera disponible pour tout le monde. Et c'est une première édition, donc évidemment, on va en rééditer chaque année. Et justement, je voulais dire un petit mot, parce que tu l'as introduit à un moment, mais on n'en a pas parlé. On en parle dans l'étude. Moi, je reste euh, assez attristée de voir le peu de femmes dans l'écosystème Web3. Dans l'étude, on le voit, il y a moins de 25% des effectifs des startups Web3 qui sont des femmes. Et je parle même pas des femmes dirigeantes. Je pense que c'est un vrai sujet. Je suis pas pour les quotas et autres, hein, mais je pense qu'il faut que nous aussi, en tant que femmes, il y en a plein qui sont à la tête de super belles boîtes. Je pense à Clarisse de Defense, je pense à Ambre de Kaiko. Il y avait évidemment Faustine de la date, tu as parlé de Claire qui est chez Desblocs. On a des super nanas. Il faut qu'on arrive à être des rôles modèles et à impulser beaucoup plus de femmes dans cet univers. Parce que je pense que mine de rien, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et moi, quand je vois plein de tables rondes, de talk Web3 où tu que des mecs, bah, désolé les mecs, mais il faut plus de nanas, quoi. On peut pas rester comme ça. Voilà, c'était mon mot de la fin. Eh ben, c'est très bien, franchement, c'est super. C'était un plaisir en tout cas de te recevoir ce matin. C'était hyper intéressant, vraiment, sur tous les sujets. Je suis très content de voir l'évolution depuis qu'on s'est